Chapitre 1. La Garden Fête à Marlécombe. L'été de cette année-là était resté dans les mémoires à Marlécombe comme particulièrement beau. Les roses, disait-on, n'avaient jamais fleuri aussi généreusement, ni les fraises aussi délicieuses. Chaque jardin de devant du petit village semblait à son apogée, et même le plus modeste cottage dégageait une atmosphère de prospérité joyeuse. Il était donc tout à fait approprié que la fête annuelle du jardin de la paroisse Sainte-Marie ait lieu un tel jour, lumineux, chaud, et bercé par une brise qui transportait le parfum du chèvrefeuille le long des allées. Miss Jane Marple, venue de St. Mary Mead pour passer 15 jours chez sa vieille amie Madame Caroline Linton, s'intéressait vivement aux préparatifs. Elle avait assisté à de nombreuses fêtes dans son village, certaines grandioses, d'autres plus modestes, mais le caractère de ces occasions était toujours le même. La vie du village se résumait à un après-midi de tombola, d'étals, de bavardages et de rivalités, présidé par la femme du pasteur avec une bienveillance anxieuse. De son siège près de la pergola de rose, Miss Marple observait avec sa curiosité habituelle. Elle vit Madame Harwood, corpulente et affairée, ranger le stand de gâteaux avec une grande importance. Monsieur Jamieson, le marguillier, discutait de l'emplacement des quilles. Les enfants courèrent partout, des brioches à la main, tandis que leur mère s'efforçait de maintenir les apparences de bienséance. On murmurait aussi, comme toujours, au sujet du nouveau chapeau de Madame Wilcox, acheté à Bath bien trop cher pour ses moyens, selon certains, de l'arrivée du jeune Monsieur Rawlings de Londres, un clerc de notaire aux manières étrangement affables, et plus particulièrement de la jeune fille au chapeau jaune. Le chapeau lui-même était remarquable, à large bord, ceint d'un ruban de satin, et attirait l'attention partout où allait son porteur. Il s'agissait de mademoiselle Violette Hargreaves, nièce de madame Templeton, récemment veuve, à Rose Hill House. Violette était une jolie fille, comme la jeunesse et le teint éclatant rendent la beauté facile. Elle n'était à Marlécombe que depuis 2 semaines, mais on parlait déjà beaucoup. Elle riait souvent, peut-être trop souvent, et elle marchait avec une assurance que les yeux du village trouvaient étrange, voire effrontés. Pourtant, nombreux étaient ceux qui l'admiraient, et personne plus ouvertement que M. Rawlings, qui s'était attaché à elle avec une loyauté qui devenait sujette à murmures. Miss Marple, tricotant tranquillement sur ses genoux, observait le couple. La jeunesse, pensa-t-elle, est partout la même si elle s'habille différemment. Elle remarqua aussi l'œil vigilant de madame Templeton, une femme de 55 ans, grande et plutôt sévère, qui semblait mi-fière, mi-inquiète de l'influence de sa nièce sur les villageois. Miss Marple savait bien que de tels effets pouvaient se propager dangereusement dans un petit village. À 15 heures, la fête fut officiellement ouverte par Sir Edmund Blackwood, qui prononça un discours poliment applaudi. S'ensuivit la série habituelle de concours. Meilleur gâteau éponge, plus grosse moelle et travaux d'aiguille. Madame Harwood remporta le premier prix en gâteau, qu'elle accepta avec un air inévitable, tandis que la jeune Elsie Weatherby, au grand plaisir de sa mère, gagna avec sa broderie. Tout était comme prévu, familier, confortable, un portrait de la vie d'un village anglais. Ce n'est que plus tard, alors que les billets de tombola étaient tirés au sort sous les banderoles flottantes, que l'après-midi a pris une tournure plus sombre. Miss Marple s'était dirigée vers la buvette en quête de limonade. Elle aimait observer les gens dans ces moments-là, lorsque l'attention était légèrement distraite et que les petits gestes trahissaient plus que les mots. Madame Linton était allée parler à une vieille connaissance, laissant Miss Marple seule. Elle remarqua de nouveau Violette Hargreaves, un peu à l'écart de la foule, s'éventant avec un programme. Son chapeau jaune reflétait la lumière du soleil d'une manière qui la rendait presque théâtrale. À côté d'elle se tenait M. Rawlings, penché pour murmurer quelque chose. Violette rit, légèrement, peut-être un peu moqueur, puis, soudain, vacilla. Ce ne fut qu'un instant, mais Miss Marple le vit clairement. La main de la jeune fille se porta à sa gorge.
L'éventail lui échappa des doigts et elle s'effondra sur l'herbe. Pendant une seconde, le silence régna, suivi des inévitables cris. « À l'aide !» et « Allez chercher le docteur Pembroke !» La foule se rua. Madame Templeton, pâle et alarmée, s'agenouilla près de sa nièce et l'appela. Monsieur Rawlings paraissait sincèrement bouleversé, tandis que la femme du pasteur s'agitait en vain. Le docteur Pembroke, heureusement présent, se fraya un chemin à travers le cercle et se pencha sur la jeune fille. Sa voix, vive mais troublée, réclama de l'eau, puis invita tout le monde à reculer. Miss Marple, sans se lever, observait la scène d'un air posé, presque serein. Ses yeux bleus, perçant derrière ses lunettes, s'arrêtèrent un instant sur le programme tombé, puis se posèrent sur le verre de limonade à moitié vide que Violette avait tenu plus tôt. Une guêpe bourdonnait nonchalamment autour. Miss Marple, qui avait déjà assisté à un effondrement similaire bien des années auparavant, pinça les lèvres. En quelques minutes, il devint évident que l'affaire était grave. Les efforts du docteur Pembroke restèrent vains. La jeune fille au chapeau jaune ne se réveilla pas. Son immobilité était indéniable, et il se redressa, grave et en sueur, et secoua la tête. Un décès lors d'une fête de village. Le choc se répandit dans la foule comme un incendie. Il y eut des halètements, des murmures et quelques larmes. Madame Templeton fut emmenée, affligée, soutenue par Madame Linton. Monsieur Rawlings se passa la main dans les cheveux, marmonnant que c'était si soudain. Madame Harwood déclara haut et fort que c'était sans doute la chaleur. Elle avait toujours dit que la jeune fille avait l'air fragile. D'autres murmurèrent des choses plus sombres. Une jeune femme ne tombe pas raide morte sans raison. Miss Marple resta assise, son tricot posé sur ses genoux. Elle avait vu de nombreux décès au cours de sa longue vie, certains paisibles, d'autres tragiques, et d'autres encore bien différents de ce qu'ils semblaient être. Elle savait que la police était appelée, que le vicaire tentait de disperser la foule en invoquant la dignité. Mais son esprit était ailleurs, observant calmement et méthodiquement le verre de limonade, la soudaineté de l'effondrement, l'expression du visage du jeune monsieur Rawlings. Elle pensa à Madame Templeton, avec son air de gardienne anxieuse, et au rire de la jeune fille, vif mais peut-être teinté de quelque chose de plus acerbe. Miss Marple se disait que la mort s'immisçait rarement dans une telle occasion par le seul hasard. Et bien qu'elle ne fût qu'une invitée à Marleycombe, elle savait déjà qu'elle ne pourrait rester les bras croisés pendant que d'autres, aussi bien intentionnés fussent-ils, tiraient des conclusions hâtives. La nature humaine, répétait-elle souvent, était la même partout, que ce soit dans une grande ville ou dans le plus petit village anglais, et c'est dans la nature humaine que réside la clé de tous les crimes. La fête prit fin brusquement, les étals déserts, les banderoles flottant au vent sans surveillance. Les gens se hâtèrent de rentrer chez eux, impatients de raconter à leurs voisins ce qui s'était passé. Les ruelles tranquilles de Marleycombe, autrefois remplies de rires, résonnèrent à la place de murmures spéculatifs. Une tragédie s'était abattue sur le village, et avec elle le frisson inquiétant du scandale. Et Miss Marple, assise tranquillement, les mains jointes, savait avec une certitude calme que ce n'était pas du tout un accident. Chapitre 2. Chuchotement le long du verre. La nouvelle, tel un rouge-gorge sautant de haie en haie, devançait ceux qui la portaient. Lorsque Miss Marple et Madame Linton revinrent à Briar Cottage, tous les stores de Marleycombe semblèrent s'agiter d'eux-mêmes, et les portes d'entrée, pourtant majestueuses, prirent tendance à rester entr'ouvertes. Madame Linton, qui se targuait de ressentir profondément les choses et de les exprimer encore plus, était bouleversée. « Quand j'y pense, Jane !» s'écria-t-elle en posant ses gants sur la table de l'entrée, comme s'il l'avait offensée. « Sur notre pelouse le jour de notre fête. Oh, cette pauvre enfant, même si je dois le dire, un chapeau jaune à Marleycombe. Enfin, la pauvre enfant, on ne mangera que du thé. » « Le thé, dit doucement Miss Marple, est rarement une mauvaise chose. » Ils le dégustèrent dans le petit salon donnant sur la ruelle.
Un bol bleu de bleuet tremblait légèrement dans le courant d'air de la fenêtre. Miss Marple versa. Mrs. Linton, qui prenait habituellement 2 morceaux de sucre avec une cérémonie minutieuse, s'oublia et en laissa tomber 3. « Je suppose, commença madame Linton avant de s'interrompre. Eh bien, on ne peut s'empêcher de se poser la question. Tout le monde se pose des questions, dit Miss Marple. C'est dans la nature humaine. L'interrogation précède souvent le souvenir. Se souvenir dans un village est une activité très approfondie. Comment dites-vous les choses? Madame Linton s'essuya les yeux. Docteur Pembroke, avez-vous vu sa tête? Je n'aimerais pas être à sa place ce soir. Et Madame Templeton, oh ma chère. Le regard doux et interrogateur de Miss Marple se posait sur la vapeur de la théière. Madame Templeton a l'air, observa-t-elle, d'une femme qui a vécu le deuil, en privé, bien avant l'occasion. Ce n'est peut-être rien, du théâtre peut-être. Les femmes s'entraînent parfois au pire pour avoir le contrôle. Ou peut-être est-ce autre chose. Il ne faut pas se précipiter, Caroline. Sautez, s'écria Madame Linton avec fougue. Je vous assure que mes pieds sont fermement ancrés sur l'Axminster. Mais on entend... Enfin, on entend toujours. Violetta Greaves n'a jamais semblé être une fille pour une paroisse tranquille. Les apparences, dit Miss Marple avec un petit sourire, sont souvent d'excellents alibis. On entendit alors un bruit de pas dans l'allée et un coup d'excuse à la porte ouverte, avant que la servante Alice ne se mette à écrire. « Pardon, madame, mais madame Harwood est venue, et elle dit que vous aimeriez savoir. » Madame Linton, surprise, murmura. « Je suis sûre que je ne veux rien savoir du tout. » Puis s'écria. « Faites entrer madame Harwood. » Madame Harwood arriva comme un système météorologique mineur. Vive, rafaleuse, décidée. Elle s'assit où on lui avait dit de s'asseoir, déclina le thé et accepta un biscuit. « Eh bien, dit-elle en posant son sac à main sur ses genoux comme un petit carlin, je dirais qu'il est plus approprié de parler de la Providence, et c'est ce que je fais, en général. Mais la Providence et la limonade réunies, ça fait réfléchir. » De la limonade, fit claquer la cuillère de Madame Linton. Tout le monde a vu Miss Violette avec un verre. Le jeune monsieur Rawlings le lui a apporté. Je l'ai remarqué sur le moment. Si ce n'est pas de l'audace, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, eh bien, elle leva les yeux au ciel. Limonade, répéta Miss Marple pensivement. Avez-vous remarqué de quelle table? La deuxième tante, dit promptement Madame Harwood, celle que Madame Wilcox gardait pour les mères de chœur. Elle n'est pas très hygiénique, entre nous. La cuvette était ouverte et une guêpe s'y balançait, vraiment méchante. La tante des mères de chœur, dit Miss Marple. C'est intéressant. Intéressant, s'écria Madame Linton. Jane, on dirait que vous envisagez un modèle de broderie. C'est affreux. Oh, je me sens à nouveau complètement défaillante. Voilà, voilà, dit Madame Harwood, non sans amabilité. Bien sûr que c'est épouvantable, mais il faut être pragmatique. Madame Jamieson dit déjà que son Ralph a été pris d'une drôle de tête une fois à cause d'une limonade à Weston-super-Mare. Et Monsieur Jamieson dit que c'est la chaleur. Mais la chaleur ne fait pas ça, pas d'après mon expérience. Pas si soudain. Si vous voulez du soudain, il faut regarder la bouteille. Madame Harwood, dit Miss Marple d'un ton doux, il faut se méfier des déclarations. Elles ont tendance à surprendre et à devenir officielles. Madame Harwood pinça les lèvres. Je ne dis pas poison, pas moi. Je dis seulement que la limonade mal conservée peut se périmer, et que certaines filles sont délicates, et que Madame Wilcox est négligée. Ces affirmations, Miss Marple, sont tout à fait irréfutables. Sur ce, et après avoir promis de surveiller Madame Templeton si la bienséance le permettait, elle se leva et partit, laissant derrière elle des conséquences comme l'odeur du talc. Une fois la porte refermée, le regard de Miss Marple s'arrêta un instant sur les bleuets. « Il y a une difficulté, » murmura-t-elle. « Un seul ?» dit Madame Linton, avec une légère touche d'humour. « Avec de la limonade qui tourne, » poursuivit Miss Marple imperturbable. « Tous ceux qui en boivent portent malheur, plus ou moins.
Mais à la fête, j'ai vu une douzaine de verres se lever sans qu'aucun ne s'évanouisse. D'ailleurs, le vicaire en a pris 2. Madame Linton le fixa. « Alors, alors, ma chère, dit Miss Marple, il ne faut surtout pas dire « alors ». Il faut attendre. Quelqu'un viendra qui en saura un peu plus. Dans les villages, celui qui en sait un peu plus est généralement déjà en route. » Comme appelés, des pas rapides reprirent le chemin. Cette fois, ce n'était pas un voisin, mais la police. L'agent Briggs, un jeune homme consciencieux dont le casque était toujours un peu trop droit, et derrière lui un gentleman en civil, l'air d'un homme habitué non seulement à être obéi, mais compris. Il avait la quarantaine avancée, plutôt mince que maigre, le regard courtois et l'habitude de joindre les mains devant lui lorsqu'il parlait. « Madame Linton ?» dit-il en inclinant la tête. « Inspecteur Alec Graves, police du comté. Nous effectuons les visites nécessaires, voyez-vous. Monsieur Linton a eu la gentillesse de mettre son petit garage à notre disposition pour l'après-midi, calme et pratique. Le docteur Pembroke a pensé que vous auriez pu voir. » Eh bien, il laissa la phrase inachevée rester convenable. Madame Linton tressaillit. « Je n'ai rien vu, absolument rien. Mademoiselle Marple, voici mon amie Mademoiselle Marple de St. Mary Mead, Jane, inspecteur Graves. Oh, vous êtes le bienvenu, inspecteur. Voulez-vous un peu de thé? Non? Parfait, bien sûr. » L'inspecteur Graves serra la main de Miss Marple d'un air qui laissait entendre qu'il avait appris à respecter les dames âgées. « Miss Marple, dit-il aimablement, on entend parfois parler de vous. »« Comme c'est flatteur, dit Miss Marple, et elle sourit comme si elle n'en croyait pas un mot. « Le docteur Pembroke, poursuivit l'inspecteur, indique que le décès ne peut, pour l'instant, être imputé à une cause naturelle qu'il puisse identifier avec certitude. Il en sera plus certain après certains examens. En attendant, je dois procéder aux investigations nécessaires. Vous étiez près de la tente de rafraîchissement, m'a-t-on dit. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? » Miss Marple réfléchit. « Seulement, dit-elle, les choses habituelles que personne ne trouve inhabituelles sur le moment. Il y avait une guêpe, par exemple, que j'ai remarquée car je les déteste pour leur caractère. Il y avait un jeune homme, M. Rawlings, qui est allé chercher un verre pour la jeune femme et est resté près d'elle. Il y eut aussi une petite agitation au jeu de quilles au même moment. Quelqu'un insista pour avoir une nouvelle boule. Et pendant une demi-minute, tout le monde se retourna pour regarder. Cela créait une sorte d'intimité. La tête de l'inspecteur Graves s'inclina. Il n'écrivit pas, mais Miss Marple eut la nette impression que ses remarques étaient soigneusement rangées dans les compartiments mentaux appropriés. « Et la jeune femme elle-même » demanda-t-il. Miss Hargreaves. « Elle a ri, » dit Miss Marple. Puis elle a porté la main à sa gorge, non pas par pudeur comme certaines filles, mais plutôt comme quelqu'un qui ressent un malaise surprenant. J'ai déjà vu un geste similaire. Cela peut être théâtral? Elle jeta un coup d'œil au visage anxieux de Madame Linton. Ou pas théâtral du tout. Ah, dit l'inspecteur Graves d'une voix calme. Merci. On m'a dit, ajouta-t-il presque nonchalamment, que vous avez quelques connaissances sur, disons, la nature humaine. Tout le monde l'a fait, dit Miss Marple. Il préfère juste lui donner d'autres noms. Il sourit et prit congé après une révérence respectueuse aux dames, promettant de ne les déranger que si nécessaire. L'agent Briggs, après un instant d'hésitation consciente, demanda si l'une d'elles avait vu M. Rawlings s'éloigner. N'obtenant qu'un « non » en guise de réponse, il partit également. Lorsqu'ils furent dos partis, Madame Linton expira comme si elle retenait son souffle depuis des années. « Croyez-vous, murmura-t-elle, que M. Rawlings... Je ne dis pas qu'il l'a fait, mais je dis que s'il ne l'a pas fait, il a l'air de le croire. »« Chère Caroline, dit Miss Marple, les jeunes hommes attachés aux jolies filles ont souvent l'air coupables. C'est un de leurs charmes. Ils tentèrent un déjeuner tardif que personne ne mangea. Puis, l'habitude étant plus forte que le malheur, Madame Linton alla s'occuper de quelques conserves et à la cuisine, laissant Mademoiselle Marple seule. Le village était plongé dans ce silence particulier qui suit l'agitation, le silence de l'écoute. Une charrette passa lentement. Le laitier fit teinter sa mesure.
Un chien aboya une fois et fut grondé. Mademoiselle Marple, assise près de la fenêtre, tricota 3 rangs, en détricota un puis le retira. Son esprit, aussi précis et familier que ses mailles, repensa à la matinée. Un programme déposé sur l'herbe, une guêpe près de la vitre, un havre d'intimité, une jeune femme qui riait trop souvent, et une tante qui avait l'air d'une répétition. Un village où les dames se déchaînaient dans les pots de confiture en juillet, et où un chapeau jaune était un événement. Elle se leva aussitôt, mit son propre chapeau, un chapeau ordinaire, bien rangé et conçu pour voir par-dessus les haies, et sortit dans l'allée. À voir cette silhouette douce et légèrement voûtée, nul n'aurait pu supposer qu'elle faisait une autre course que la plus banale. En fait, ses intentions étaient tout à fait ordinaires. Elle comptait passer devant la poste, qui en sait parfois plus que la police, et devant la pharmacie, qui en sait toujours plus. Au coin de la rue, près du Green, elle rencontra la jeune Elsie Weatherby, rose de soleil, et serrant son prix de broderie comme un talisman. « Oh, Miss Marple !» s'exclama la jeune fille. « C'est affreux, non ? Maman dit qu'on ne doit pas parler, alors je ne le ferai pas. Seulement, Madame Wilcox dit que c'est la chaleur. Mais Monsieur Jamieson dit que c'est Madame Wilcox, et Madame Harwood dit que c'est Providence. Et de toute façon, je n'aime pas la limonade. » Cela, dit Miss Marple avec assurance, témoigne d'une prudence naturelle. Vous vivrez jusqu'à la vieillesse et vous en ferez un véritable calvaire pour vos petits-enfants. Comment vont vos points de suture, ma chère ? Elsie s'illumina et leur montra la scène. Miss Marple admira comme il se doit et apprit, tout à fait par hasard, qu'Elsie se trouvait derrière la tente, en train de chercher des gobelets en carton, au moment précis de l'effondrement. « Vraiment ? » demanda Miss Marple en admirant le point de satin. « Et avez-vous vu quelque chose ?» Seul M. Rawlings cherchait le tire-bouchon, dit Elsie avec sérieux. C'était ridicule, car la limonade n'a pas de bouchon, donc je suppose que c'était pour la bière de gingembre. Il était très pressé et ne l'a pas trouvé. Madame Wilcox a dit de ne pas fouiller. « Tout à fait, » dit Miss Marple en lui tapotant l'épaule. « Cours, ma chérie. » Elle se rendit à la poste et s'enquit tendrement auprès de Madame Pratt de ses rhumatismes, toujours douloureux en cas de problème. Madame Pratt reconnut que c'était vraiment grave et que les nouvelles en soi étaient insignifiantes, mais que certaines lettres avaient été mal acheminées et avaient causé des ennuis, notamment une lettre de Londres adressée à mademoiselle Hargreaves qui avait été réexpédiée de Rose Hill House au mauvais Rose Hall, dans le Devon, et retour dans une certaine confusion. Un nom ennuyeux pour une maison, observa madame Pratt. Les choses vont mal tourner. Très bien, répondit Miss Marple, et elle demanda s'ils avaient eu toujours en stock les petits sachets bleus de lessive de soude, devenus si rares. Ce n'était pas le cas. Elle ne fut pas déçue. La question avait été posée par politesse. À la pharmacie, M. Peabody, un homme soigné à la moustache tragique, polissait le verre. Il leva les yeux avec l'attention particulière que les pharmaciens portent aux dames âgées. « Bonjour, mademoiselle. »« Marple, dit-elle. »« De St. Mary Mead, chez madame Linton. »« Ah oui, Linton. » Il hocha la tête. « Triste affaire. »« C'est très triste, » dit Miss Marple. « Je suis venue voir si vous aviez des pastilles pour la gorge au miel. Le docteur Haydock les recommande. Il faut, je crois, avoir une bonne opinion de sa gorge. »« Certainement, » dit M. Peabody en trouvant une boîte. « Les cœurs de miel sont démodés, mais je les préfère. Ils sont authentiques. Voulez-vous autre chose ?» Miss Marple hésita. Question idiote, peut-être. Quand il y a une fête, on craint toujours les accidents. Piqûre d'abeille, petite coupure. Un pharmacien est occupé. « Très bien, » dit-il. « 2 piqûres, une lacération dans un pot de confiture, et... » Il jeta un coup d'œil à la porte et baissa la voix. « La police a posé des questions sur certaines substances. De routine, bien sûr. Je suis à leur disposition. »« Bien sûr, » dit Miss Marple. « Il faut toujours être à la disposition de la police. Enquête-t-il régulièrement ? » ?»« En général, » dit-il prudemment. « Mais je suis un homme prudent, Miss Marple. Tout est gardé sous clé. Les quantités sont enregistrées.
Je ne peux même pas fournir les produits de restauration capillaire sans soupirer intérieurement. Je suis certaine que vous êtes très consciencieuse, dit Miss Marple. On dit que dans certains endroits, elle prit une voix vaguement métropolitaine. Les jeunes gens peuvent acheter les choses les plus inconvenantes par simple insistance. Monsieur Peabody se redressa. Pas dans mon atelier. Très bien, dit Miss Marple, et elle partit avec ses pastilles. Dans la ruelle, elle s'arrêta, observant le petit défilé de boutiques. Elle avait appris 2 petites choses, et en avait confirmé une 3e. La première, Monsieur Rawlings avait fréquenté un endroit où l'on rangeait des outils pour ouvrir les bouteilles, ce qui était révélateur surtout par son inconvenance. La deuxième, Mademoiselle Hargreaves avait reçu des lettres de Londres qui avaient tendance à s'égarer, soit par hasard, soit volontairement. La troisième, le pharmacien était fier de ses serrures, de ses clés et de ses quantités. L'orgueil est souvent le plus joli signe d'insouciance, songea mademoiselle Marple, mais elle n'était pas encore persuadée que l'insouciance était là. De retour à Briar Cottage, elle trouva un plateau garni de thé. On pourrait noyer le village et le servir avec une pince à sucre, disait madame Linton. Et un mot sur le tapis. C'était de madame Templeton de Rose Hill House, écrit d'une écriture qui se souvenait de son éducation. Elle demanda « Miss Marple aurait-elle la gentillesse de venir lui rendre visite, si elle n'était pas trop fatiguée ?»« Je suis toute seule, » avait-elle écrit, et entourée d'une gentillesse que je trouve difficile à supporter en ce moment. « Pauvre âme, » dit madame Linton lorsque mademoiselle Marple le lut à voix haute. « J'imagine que Caroline Templeton n'a pas toujours trouvé la gentillesse oppressante. »« Elle trouvera les questions encore plus pertinentes, » dit Miss Marple, mais elle a posé la question, et il faut y aller. Rose Hill House était légèrement à l'écart du reste de Marleycombe, en retrait derrière une rangée d'ifs trop soigneusement taillés. Miss Marple remontait l'allée d'un pas qui n'effrayerait pas une poule, et fut conduite par une servante silencieuse dans un salon aux senteurs de lavande et de retenue. Madame Templeton se leva du canapé, avec un chagrin maîtrisé, soigneusement dissimulé. « Mademoiselle Marple, » dit-elle en lui prenant la main, « je vous suis reconnaissante. Pardonnez le désordre, on n'est pas soi-même. Dire que l'enfant de ma sœur est sous mon toit, c'est difficile, dit Miss Marple, quand on s'est préparé à des difficultés ordinaires et que des difficultés extraordinaires persistent. Madame Templeton s'affaissa. Vous comprenez très bien. Violette n'était pas... Elle n'était pas facile. Je ne dis pas de mal des morts. Elle avait un don pour les gens, si vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai amenée ici pour la tranquillité. J'espérais... Eh bien... Elle leva le menton, luttant avec une dignité habituelle. « Vous voudrez me poser des questions sur les jeunes hommes, » dit-elle brusquement, « et sur l'argent. Seulement si vous souhaitez me le dire, » dit Miss Marple d'un ton qui rendait le fait de le dire à la fois inutile et irrésistible. « Il y avait un accord, » dit madame Templeton en regardant le chapeau jaune posé sur une chaise, tel un oiseau aux couleurs vives abattues. « Pas formel. Un homme à Londres. Je n'approuvais pas, mais je ne suis pas geôlier. Il y avait des lettres. Elle avait des amis. Je sentais que ça finirait par donner quelque chose. Je n'imaginais pas cela. « Est-ce que Miss Hargreaves, » demanda doucement Miss Marple, « a conservé toutes ces lettres ?»« Elle était insouciante, » dit madame Templeton, « insouciante envers tout, sauf elle-même. J'ai cru parfois qu'elle avait peur. Pas de moi. De quelque chose qui n'était pas encore arrivé. » Sa voix baissa. Et pourtant, elle riait. « Les gens rient souvent, » dit Miss Marple, pour ne pas écouter la petite voix qui les avertit. S'est-elle disputée avec quelqu'un au village? Madame Templeton pressa un mouchoir contre ses lèvres. Il y a eu une scène. Rien, en fait, avec Sally, la nièce de M. Jamieson. Il y a quelque chose de ridicule chez M. Rawlings. Les filles sont toutes susceptibles, et Violette n'a jamais découragé l'attention. C'est une vanité qui semble innocente jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et M. Rawlings? Un jeune homme élégant, dit madame Templeton avec une précision soudaine. Il s'admire devant les vitrines. Violette le trouvait pratique,
Miss Marple se leva quelques minutes plus tard, laissant le chagrin s'apaiser avec dignité. Dans le hall, une petite table portait, de manière incongrue, une publicité de voyage, une carte de visite colorée à moitié glissée sous une photographie encadrée d'argent. L'œil de Miss Marple, formé par une vie de cheminée bien rangée, la remarqua sans la fixer. Des traversées de bateaux à vapeur, de Londres à Cherbourg, les départs soulignés au crayon bleu. Elle ne remarqua que la photographie. 2 jeunes femmes riant, bras croisés. « Ma sœur, » dit madame Templeton en suivant son regard, « et moi aussi. » Avant que nous ayons appris les bonnes manières. Miss Marple rentra chez elle dans la longue lumière du soir, passant devant des haies bourdonnantes d'abeilles et des portails murmurant les noms des voisins. Au tournant du green, elle s'arrêta. 3 garçons jouaient à la quille, restitués maintenant, avec une prudence prétentieuse. Le vicaire traversa avec un air de droiture harcelé. L'agent Briggs se tenait à côté, l'air officiel, comme s'il souhaitait s'excuser auprès de quelqu'un. Les gens circulaient doucement autour de l'absence où la fête avait eu lieu. Les banderoles claquaient comme un souffle fatigué. « Bonsoir, mademoiselle », dit l'agent Briggs, encore un peu trop droit sous son casque. L'inspecteur dit qu'il pourrait être amené à procéder à une arrestation. « C'est la routine, » dit-il, pour calmer les esprits. « La routine, » dit Miss Marple, « est un excellent serviteur et un maître bien stupide. » Il rougit. « C'est juste. Eh bien, Monsieur Rawlings, voyez-vous. On l'a vu avec le verre. Il faut bien commencer quelque part. »« C'est vrai, » dit gentiment Miss Marple. « Il faut juste faire attention où l'on finit. » À Briar Cottage, le crépuscule s'installa comme un châle. Madame Linton avait préparé le souper et oublié de le manger. Miss Marple l'obligea à le faire. Plus tard, lorsque le village se fut couché tôt, comme il le fait pour discuter le lendemain, Miss Marple s'assit avec son tricot et compta, non pas des mailles, mais de petits détails. Une guêpe qui ne piquait pas, un verre qu'on rapportait, un tire-bouchon qu'on cherchait sans bouchon, une lettre égarée quelque part entre Londres et Rose Hill House, un horaire pour Cherbourg noté au crayon et rangé, une dispute entre filles, une tante préparée au malheur bien avant que le malheur ne l'appelle. Et, c'était important, une demi-minute de distraction au jeu de quilles, une demi-minute pendant laquelle une chose pouvait être accomplie par quelqu'un qu'on ne regardait pas. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. « Les gens sont gentils, » dit-elle dans la pièce silencieuse, « et la gentillesse est parfois bruyante. Il existe d'autres manières, plus discrètes. » Au bout du chemin, une horloge sonna 10 heures. Quelque part, un chat protesta contre un rival. Miss Marple posa son tricot et se leva pour fermer la fenêtre. Ce faisant, 2 silhouettes passèrent sur la route en contrebas, l'une frêle et vive, l'autre longiligne et impatiente. Les voix résonnèrent distinctement dans le silence. « Je vous le dis, » dit l'homme, la voix de Rawlings tendue, presque brisée. « Ce n'était pas moi. » Et la femme très doucement. « Alors qui, Nigel? Qui ?» Miss Marple baissa la vitre. Le loquet s'ouvrit avec un léger clic. Elle ne souriait pas vraiment, mais un coin de son esprit arrangeait quelque chose à un nouvel endroit, comme on déplace un vase là où la lumière du soir le met le mieux en valeur. Au matin, supposa-t-elle, la police ferait ce qu'elle devait faire. Le village ferait ce qu'il ne pouvait s'empêcher de faire. Et Miss Marple, qui n'avait aucune fonction officielle, ferait ce qu'elle faisait toujours. Écouter les plus petites choses jusqu'à ce qu'elles deviennent assez grandes pour être vues. Chapitre 3. Le village bourdonne. Le matin se leva à Marlécombe avec une luminosité trompeuse. Le soleil, constant et doré, éclairait les jardins où la rosée s'accrochait encore aux roses, et les moineaux sautillaient avec ardeur sur les miettes de la fête de la veille. Pourtant, malgré l'air d'une journée d'été ordinaire, le village lui-même n'avait rien d'ordinaire. Sous ses chaumières bien rangées et ses fenêtres ouvertes, une énergie nerveuse s'éveillait. Les gens se penchaient davantage, s'attardaient davantage, parlaient à voix basse,
jusqu'à mi-chemin du chemin. À Briar Cottage, Miss Marple et Madame Linton prirent leur petit déjeuner à une petite table près de la porte-fenêtre. Madame Linton, son journal non ouvert à côté d'elle, beurrait ses tartines avec un soin distrait. « C'est partout, déclara-t-elle, et on ne peut pas leur en vouloir. Madame Harwood était sortie à 7h30, remarquez, 7h30, faisant du porte-à-porte sous prétexte de prêter des recettes. Des recettes. Comme si quelqu'un à cette heure-là voulait discuter de marmelade. » Miss Marple sourit faiblement. « Les recettes, dit-elle, sont souvent le meilleur moyen de dissimuler ce que les gens veulent offrir. Une nouvelle façon de mijoter la rhubarbe peut aussi bien servir à autre chose. » Ses yeux, clairs et bleus, étaient tournés vers la ruelle où Madame Pratt, de la Poste, parlait avec beaucoup de sérieux à un laitier qui hochait la tête, tant ses bouteilles tintaient. Derrière eux, M. Jamieson marchait à grands pas, du pas décidé d'un homme qui ne portait pas de lettres, mais des opinions. La porte claqua aussitôt, et Alice, la servante, entra avec les lettres du matin sur un petit plateau. « 2 pour vous, madame, » dit-elle à Madame Linton, « et une pour Mademoiselle Marple, envoyée de St. Mary Mead. »« Merci, Alice. » Miss Marple prit le sien d'un geste délicat. Il provenait de son neveu, Raymond West, qui écrivait de son habituel gribouillage distrait au sujet d'un déjeuner littéraire à Londres. Elle le mit de côté avec affection et un léger soulagement. Les faits et gestes de Raymond avaient tendance à être bien plus dramatiques dans son récit qu'ils ne le sont réellement. Pendant ce temps, Madame Linton fronçait les sourcils en regardant son propre courrier. « Celui-ci vient de ma cousine Dora, » dit-elle. « Elle est déjà au courant. » Dora à Bath. Franchement, Jane, les nouvelles vont plus vite que le courrier lui-même. Miss Marple croisa les mains et ne dit rien. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise. Le village, elle le savait, avait passé la nuit dans les rumeurs. À l'heure du petit déjeuner, chaque rumeur s'était multipliée, comme si elle avait été cultivée dans des serres. Potin au magasin. Plus tard dans la matinée, Miss Marple se rendit à l'épicerie du village sous prétexte d'acheter du coton à tricoter. Elle préférait les petites courses pour ses excursions. Elle lui donnait un air insignifiant qui laissait parler les gens. À l'intérieur, Madame Wilcox s'occupait du comptoir, son chapeau déjà légèrement de travers. 2 autres femmes attendaient, leurs paniers à moitié pleins, et la langue plus occupée que les mains. « C'était du poison, » dit l'une d'elles, une certaine Madame Riley, en hochant la tête avec insistance. « Croyez-moi. » Soudain, voilà ce que c'était. La soudaineté est toujours un poison. « Pas toujours, » dit l'autre, Mademoiselle Peters, qui se targuait d'être anticonformiste. « La chaleur peut aussi être soudaine, et il y avait une guêpe, j'ai entendu dire. Une piqûre peut être très fatale dans les cas délicats. » Madame Wilcox, hérissée à la mention de sa tante, déclara « C'était pas la limonade. J'en ai pris 3 verres, et mon neveu en a pris 2. On est en pleine forme. » Miss Marple, examinant les fils avec une distraction calme, demanda de sa manière douce. « Avez-vous remarqué, Madame Wilcox, si la jeune femme a pris son verre directement dans le bol ?»« Elle ne l'a pas fait, » répondit Madame Wilcox avec vigueur. « C'est le jeune Monsieur Rawlings qui l'a apporté. Et je lui ai dit moi-même, ne fouille pas dans les tasses, elles sont empilées pour plus de propreté. » Mais il était pressé, et je suis sûr qu'il les a mélangées. Miss Marple murmura un remerciement et choisit un coton bleu pâle dont elle n'avait pas besoin. Lorsqu'elle quitta la boutique, Madame Riley répétait déjà « Du poison, croyez-moi », comme si elle avait inventé cette idée. L'arrestation. À midi, tout le village vibrait d'une certitude renouvelée. Le jeune Nigel Rawlings avait été interpellé. L'agent Briggs, solennel comme un marguillier, fut aperçu en train de le conduire à la voiture devant le presbytère. L'inspecteur lui-même le suivit peu après. Madame Linton, qui avait observé depuis la fenêtre de son salon, entra en trombe dans la chambre de Miss Marple où elle était assise en train de coudre. « Ils l'ont arrêté. »« Oh, Jane, je savais que ce serait Nigel Rawlings. Ses cheveux sont si lisses. J'ai dit à Caroline Templeton la semaine dernière. Enfin, j'ai oublié ce que j'ai dit exactement, mais c'était très prémonitoire. Tu crois vraiment que c'est lui ?
Miss Marple mit sa couture de côté. « Il est parfois très utile de procéder à une arrestation rapidement, » dit-elle doucement. « Cela apaise l'opinion publique. Mais apaisement et vérité ne font pas toujours bon ménage. » Madame Linton haleta. « Vous pensez... » Alors qui d'autre cela pourrait-il être ? « Il y a de nombreuses possibilités, » dit Miss Marple. « Certaines sont plus proches que nous ne voulons l'admettre. » À Rose Hill House. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite à Madame Templeton, qui lui avait demandé de l'accompagner. Elle trouva la maison silencieuse et couverte de lys. Madame Templeton, entièrement vêtue de noir malgré la journée écoulée, la reçut avec le calme de quelqu'un déterminé à surmonter son chagrin par le rituel. « L'inspecteur est venu, » dit-elle aussitôt. « Il a posé, des questions sans fin, à propos de lettres, d'amis à Londres, de Nigel Rawlings. Il pense que Violette l'a encouragée. Peut-être l'a-t-elle fait. Elle a encouragé tout le monde. Mais je ne veux pas, croire que ce pauvre garçon soit capable de meurtre. » Miss Marple hocha gravement la tête. « Les jeunes gens font des bêtises, » dit-elle. « Mais bêtises et méchanceté ne sont pas toujours synonymes. » Madame Templeton se pencha en avant. « Vous avez un don, Miss Marple, on le dit. Dites-moi, qu'est-ce que vous doit croire ?» Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent un seul clic sur ses genoux avant qu'elle ne réponde. « Je crois, » dit-elle lentement, « que la vérité dans les villages réside moins dans ce que les gens crient que dans ce qu'ils murmurent. » Madame Templeton frissonna, même si la pièce était chaude. Réflexion du soir. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait sur Marlécombe, l'air était chargé d'un étrange mélange de soulagement et de malaise. Soulagement, car une arrestation avait eu lieu. Malaise, car personne ne croyait vraiment l'affaire réglée. Même Madame Harwood, la plus grande des voix, remarqua que Nigel Rawlings était trop visible. Miss Marple était assise près de la fenêtre, son tricot à la main, ses pensées s'écoulant aussi doucement que le fil dans ses mains. Elle réfléchissait au programme tombé dans l'herbe, au tire-bouchon qu'elle cherchait sans bouteille, à la lettre mal acheminée, à l'horaire du bateau à vapeur, à la dispute entre filles. Chaque détail était insignifiant en soi, à peine plus qu'un commérage. Pourtant, ensemble, ils formaient un motif aussi subtil que de la dentelle. Elle murmura. La vérité est souvent ainsi, de fins fils, tirés un par un, jusqu'à ce que l'image apparaisse. Et tandis que la nuit approchait, Miss Marple le savait avec une certitude inébranlable. L'arrestation de Nigel Rawlings n'était pas une fin. Ce n'était que le début. Chapitre 4. Sous la surface. Le lendemain matin, à Marlécombe, l'aube se fit avec ce curieux mélange d'agitation et de retenue qui suit un choc public. Les villageois vaquaient à leurs occupations habituelles, balayer le perron, soigner les poules, frotter les seaux à lait, mais leurs yeux et leurs oreilles s'éloignaient constamment de leurs devoirs. Le garçon boulanger portait les pains plus lentement que d'habitude, de peur d'être entendu. Le forgeron martelait son enclume avec une force inutile, pour la satisfaction de déclarer avoir entendu telle ou telle chose de la bouche même du connétable. Et toutes les dames de la paroisse, de Madame Harwood à la timide Mademoiselle Peters, parvinrent à faire une course devant Rose Hill House, même si peu eurent le courage d'y entrer. À Briar Cottage, la table du petit déjeuner de Madame Linton était dominée non pas par le bacon, mais par le journal. Le quotidien du comté avait déjà publié l'histoire, dans un ton solennel. Mort subite d'une jeune femme lors d'une fête de village. L'enquête policière se poursuit. Les noms, bien sûr, ont été omis. Mais tout le monde à Marlécombe savait trop bien de quel nom il s'agissait. Madame Linton repoussa sa tasse de thé. « Je ne peux pas manger, Jane. » Pas une bouchée. À bien y penser. Marlécombe dans les journaux. Caroline Templeton doit être mortifiée. C'est une femme fière, même si, il faut l'admettre, elle n'a rien contre le fait d'être remarquée. Mais de cette façon. Miss Marple, beurrant son toast avec une précision relative, dit simplement « Il est rarement commode d'être remarqué quand on le désire le moins. » Et le pauvre Nigel,
poursuivit Madame Linton en baissant la voix, même si personne d'autre qu'Alice ne pouvait l'entendre. On dit qu'il a passé la nuit en cellule. Imaginez, il était si attentionné envers Violette, certes, mais je n'arrive pas à croire qu'il lui ferait du mal. Il semblait, oh Jane, oserais-je le dire, sincèrement épris. Miss Marple hocha la tête. Il est tout à fait possible d'être amoureuse et stupide, Caroline. Il est moins possible d'être amoureuse et méchante. Mais la méchanceté a une curieuse façon d'emprunter le masque de la bêtise. Madame Linton cligna des yeux. J'aimerais que vous ne présentiez pas les choses ainsi. J'en ai froid dans le dos. L'appel du vicaire. Au milieu de la matinée, le vicaire en personne, le révérend Prose, arriva. C'était un homme doux, patient, dont l'expression exprimait une constante excuse. Son chapeau semblait ne jamais lui avoir été tout à fait à sa taille. Il accepta une chaise dans le salon de Madame Linton et tritura ses gants avant de parler. « Mes chères dames, je me dois de vous dire un mot. Il règne dans le village des rumeurs qui nuisent à notre communauté chrétienne. Je vous prie instamment de les décourager autant que possible. »« Bien sûr, révérend, » dit rapidement Madame Linton, bien que mademoiselle Marple ait remarqué que ses mains tremblaient pour répandre les ragots qu'il condamnait. Le vicaire soupira. Le docteur Pembroke m'a confié en privé qu'il devait attendre un examen plus approfondi avant de prononcer la cause du décès. En attendant, toute conjecture est cruelle. Monsieur Rawlings n'est détenu que pour la forme. Je serais très reconnaissant si on s'en souvenait. Miss Marple inclina la tête. La rumeur, monsieur Prowse, c'est un peu comme le liseron de votre cimetière. Elle n'en pousse que mieux grâce à la désapprobation. Le vicaire rougit légèrement, mais parvint à sourire. Oui, oui, Miss Marple. Vous avez une façon bien à vous de dire les choses. Espérons que la vérité triomphera à la fin. Un mot avec Elsie Weatherby. Plus tard dans la journée, Miss Marple croisa de nouveau la jeune Elsie Weatherby, pressée avec un panier. La jeune fille fit une révérence et aurait pu passer, mais Miss Marple l'interpella aussitôt. « Tu es très occupée, Elsie. »« Oui, mademoiselle. Ma maman m'a envoyée à la laiterie. » Elle avait l'air nerveuse, sa broderie précieuse toujours coincée sous son bras, comme pour se réconforter. Le ton de Miss Marple était doux. « À la fête, vous m'avez dit avoir vu M. Rawlings chercher un tire-bouchon. Vous souvenez-vous s'il en a trouvé un ?» Elsie secoua la tête. « Non, mademoiselle. Il a fouillé et Madame Wilcox l'a réprimandé. Puis quelqu'un l'a appelé et il est sorti en courant. Je ne pense pas qu'il ait rien trouvé du tout. » C'est très gentil de votre part de l'avoir remarqué. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Quand les filles remarquent ce que les hommes trouvent et ne trouvent pas, c'est souvent très précieux. Elle s'y rougit, à moitié contente, à moitié surprise, et continua son chemin en courant. La révélation de Madame Harwood. À l'heure du thé, Madame Harwood s'était installée à Briar Cottage, déclarant que la solitude était nocive pour les nerfs. Elle but 2 tasses d'affilée et se lança dans ses nouvelles. J'ai appris de Madame Pratt de la Poste, qui, comme vous le savez, voit tout, que Violet Hargreaves recevait des lettres, épaisses, de Londres. Pas seulement d'une amie, oh non. L'écriture était résolument masculine. Madame Pratt a dit que les enveloppes étaient parfumées. Parfumées, s'il vous plaît. Madame Linton haleta. Des lettres parfumées. C'est choquant. Tu entends ça, Jane? Miss Marple sourit faiblement. J'entends beaucoup de choses. Surtout, j'entends que les gens font toujours des remarques sur les odeurs. Cela rend leurs paroles plus mémorables. Madame Harwood se pencha en avant, triomphante. De plus, Madame Pratt a dit qu'une de ses lettres s'était égarée, envoyée par erreur à Devon et renvoyée. Violette devait donc l'attendre avec impatience. Elle était très contrariée de la voir arriver en retard. C'est significatif, mes chers amis. Significatif de quoi? Demanda Madame Linton, impuissante. De tout, dit fermement Madame Harwood. L'inspecteur Graves à nouveau. Ce soir-là, l'inspecteur Graves retourna à Briar Cottage, seul cette fois. Ses manières étaient courtoises, mais son visage était pensif. Il demanda à voir Miss Marple, et Madame Linton les laissa obligeamment dans le salon. « J'espère ne pas vous déranger. »
dit l'inspecteur. Mais je souhaitais vous demander votre avis. En privé, vous comprenez. Les villageois parlent beaucoup de vos observations. Miss Marple croisa les mains. On voit peu de choses, inspecteur. Les petites choses sont souvent plus fiables que les grandes déclarations. En effet. Il se pencha en avant. En fait, l'examen du docteur Pembroke suggère que mademoiselle Hargreaves n'est pas morte de chaleur ni de maladie cardiaque, mais d'un ingrédient introduit dans sa boisson. Un poison à action rapide. Le problème, c'est que nous ne trouvons rien à la buvette qui puisse l'expliquer. Si la limonade était contaminée, comme certains le suggèrent, d'autres auraient souffert. Pourtant, ce n'est pas le cas. Les yeux de Miss Marple brillèrent. Ce n'était donc pas la limonade. Exactement. Ce qui nous laisse avec le verre lui-même, ou quelque chose qui lui a été ajouté. Rawlings en a eu l'occasion, oui. Mais je l'avoue, quelque chose chez ce jeune homme ne me semble pas être un meurtrier. Vaniteux, superficiel, certes, mais pas froid. Miss Marple hocha lentement la tête. J'ai pensé la même chose. Il y a eu un moment, inspecteur, où l'attention a été détournée. Le jeu de quilles, vous souvenez-vous? Dans ces moments-là, une main peut bouger sans être vue. J'imagine que si nous trouvons la main de qui, nous aurons la réponse. L'expression de l'inspecteur s'accentua. Vous avez quelqu'un en tête? Pas encore. Le sourire de Miss Marple était doux. Mais les gens se révèlent surtout lorsqu'ils pensent que l'affaire est réglée. Laissons le village croire Nigel Rawlings coupable encore un peu. En attendant, elle reprit son tricot. Je vous écoute. Potin du soir. Ce soir-là, tandis que les lampadaires s'allumaient à Marlécombe, des voix faibles parvenaient à travers les fenêtres ouvertes. Madame Wilcox continuait de clamer son innocence devant la limonade. Madame Harwood répétait son histoire de lettres parfumées. La jeune Sally Jamieson, murmurait-on, s'était violemment disputée avec Violette au sujet de Nigel Rawlings moins d'une semaine auparavant. Et à Rose Hill House, Madame Templeton était assise seule avec son chagrin, digne et distante, tandis que dans son tiroir gisaient des lettres de Londres que personne n'avait encore lues. Miss Marple, dans sa chambre à Briar Cottage, posa son tricot et contempla la paisible place du village. La police avait son suspect, les villageois avaient leurs histoires. Et elle avait une poignée de fils, chacun fin, chacun cassant facilement, mais réunis, promettant de former un motif. Elle murmura « Quand on parle d'odeur, de querelle, de lettres égarées, c'est généralement parce que quelque chose de bien plus important se cache juste en dessous. Il faut toujours regarder en dessous. » Et avec cette certitude tranquille, Miss Marple souffla sa bougie. Chapitre 5. Secret au soleil. Le lendemain, le jour se leva, éclatant et chaud, comme si le ciel lui-même s'était amusé à se moquer de l'humeur maussade de Marlécombe. La lumière du soleil tombait à flots sur les jardins de cottage, miroitant sur les géraniums et les cordes à linge. Pourtant, aucune luminosité ne parvenait à dissiper le silence qui planait sur le village comme un châle trop serré. Les gens passaient rapidement les uns à côté des autres, baissant la voix après un salut hâtif, puis se rassemblant en petits groupes pour murmurer ce qu'ils avaient juré de ne pas répéter. Miss Marple, assise près de la fenêtre de Madame Linton avec son tricot, avait l'air d'une femme occupée uniquement à résoudre une manche difficile. Mais son oui, fine malgré son âge, ne manquait pas une syllabe qui lui parvenait de la ruelle en contrebas. Des bribes de conversation montaient au passage des voisins. « J'ai entendu dire que Rawlings avait déjà avoué. » « N'importe quoi. Il a seulement admis avoir apporté le verre. Madame Templeton, vous savez, pas aussi riche qu'elle en a l'air. Ces lettres, du papier parfumé, s'il vous plaît. » Les aiguilles cliquetaient sereinement. Miss Marple, sans lever les yeux, classait ces fragments dans le classeur ordonné de son esprit. Une visite chez le pharmacien peu après le petit déjeuner, elle entama une de ses promenades apparemment sans but, s'arrêtant d'abord à la pharmacie. Monsieur Peabody leva les yeux, sa moustache tombant avec une solennité professionnelle, après avoir rangé une rangée de flacons. « Bonjour, Miss Marple. »
C'est encore une bien triste affaire. L'inspecteur est revenu hier soir. Quelle diligence, dit Miss Marple d'un ton aimable. Ils ont dû vous poser beaucoup de questions sur vos stocks. Chaque détail, répondit-il avec fierté. Le registre des poisons a été vérifié, l'armoire verrouillée inspectée, les quantités comparées à mon livre. Tout est en ordre, je suis heureux de le dire, même si c'est très désagréable d'être soupçonné. Sans aucun doute, acquiesça doucement Miss Marple. Mais, monsieur Peabody, je me demande, vous devez parfois être pressé de faire de petits achats douteux. Des toniques, des poudres, ce genre de choses. Il hésita puis baissa la voix. Les dames viennent parfois chercher des poudres pour les nerfs, parfaitement inoffensives, mais très utilisées, et les jeunes gens demandent des produits capillaires. Un ou deux demandent des somnifères, mais je n'en vendrai pas sans ordonnance. La loi est stricte. Miss Marple inclina la tête. Et bien sûr, la loi est sage. Elle accepta ses pastilles pour la gorge avec remerciement et partit, laissant M. Peabody se consacrer à son polissage. L'explosion de Sally Jamieson. Sur le pré, Miss Marple rencontra Sally Jamieson, la nièce du marguillier, qui se tenait sous l'orme, l'air provocateur. Les yeux de la jeune fille étaient rouges, sa bouche serrée, comme si elle exprimait une fierté blessée. « Bonjour, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Belle journée. »« Ça ne va pas, » s'exclama Sally. « Tout le monde dit que c'est Nigel Rawlings et que Violette, qu'elle, enfin vous savez. Mais ce n'est pas juste, Miss Marple. Elle s'est moquée de lui, c'est tout. Elle s'est moquée de tous. Je ne vois pas pourquoi elle était venue ici et a fait tourner les têtes. Elle se croyait si importante parce qu'elle était allée à Londres. Tu t'es disputé avec elle, je crois ? Le ton de Miss Marple était doux, presque conversationnel. Sally rougit. Si, je l'ai fait. Je lui ai dit de laisser Nigel tranquille. Elle s'est moquée de moi. Elle a dit qu'il était à elle si elle le voulait. J'aurais pu... Oh, j'étais tellement en colère. Mais je ne l'ai pas fait. Elle se mordit la lèvre et se détourna. La colère, ma chère, dit Miss Marple, est naturelle. C'est ce qu'on en fait qui compte. Sally marmonna quelque chose et s'éloigna précipitamment, laissant Miss Marple pensive. La jalousie était une arme tranchante, et dans les villages, elle blessait souvent plus profondément que prévu. Thé avec Madame Pratt. De l'orme, Miss Marple continua vers le bureau de poste. Madame Pratt l'accueillit avec la chaleur et la vivacité de quelqu'un qui ne prétend jamais ignorer ses connaissances. Des agissements horribles, Miss Marple, horribles. Et maintenant, ils ont enfermé le pauvre Nigel, alors que j'ose dire qu'il se croyait amoureux. Enfin, les jeunes hommes, oui, mais la jeune fille... Oh, elle avait des lettres, vraiment. Et pas seulement un monsieur, si je puis me permettre. J'ai vu d'autres mains. Elle était négligente, comme souvent les jeunes filles. Une lettre est arrivée par erreur à Devon, et elle était très contrariée quand elle est enfin arrivée. Elle était tout en délire pour aller la chercher. Maintenant, je me demande pourquoi tant d'urgence. Miss Marple sirota délicatement son thé. Et elle-même envoyait des lettres. Les yeux de Madame Pratt brillèrent. Oh oui, d'épais paquets, ici et là. Un pour Londres, un autre, voyons voir, pour Plymouth, je crois. Mais je ne comprends pas pourquoi une fille comme elle écrit à Plymouth. Des officiers de marine, peut-être. On dit que les marins sont charmants. En effet, dit Miss Marple, c'est souvent le cas. À Rose Hill House. En fin d'après-midi, Miss Marple se rendit de nouveau à Rose Hill House. Les ifs projetaient de longues ombres tandis qu'elle montait les marches. Madame Templeton la reçut dans le salon, son chapeau jaune toujours posé sur la chaise, telle une accusation. « C'est gentil de revenir, » dit-elle d'un ton las. « J'en ai assez des condoléances. Elles épuisent plus que les larmes. » Le regard de Miss Marple se posa doucement sur elle. Parfois, les gens disent donc beaucoup de choses dans leurs condoléances qu'ils n'oseraient jamais dire ouvertement. Je me demande si quelqu'un a osé faire des suggestions. Les lèvres de Madame Templeton se pincèrent. Oh, oui. Ils murmurent des choses sur Nigel Rawlings. Ils osent insinuer des inconvenances dans les lettres de Violette.
Il spécule sur l'argent, comme si j'avais empoisonné ma propre nièce pour un héritage qui n'est même pas le mien. C'est cruel. Cruel, oui, acquiesça doucement Miss Marple, mais parfois utile. Car les ragots, tel un miroir brisé, nous révèlent des bribes de vérité. Pardonnez-moi, Madame Templeton, mais les finances de Violette étaient-elles les siennes? Son hôtesse soupira. Elle avait un héritage de son père. Pas énorme, mais indépendant. Elle en vivait comme elle l'entendait. Trop librement, peut-être. Elle m'a un jour demandé de modifier son testament. Je l'ai supplié de ne pas s'embêter avec des pensées aussi morbides. Maintenant, elle pressa un mouchoir sur ses yeux. Miss Marple n'insista pas davantage, mais elle remarqua en partant que la publicité pour les traversées de Cherbourg n'était plus sur la table du hall. L'absence d'une chose, songea-t-elle, est parfois plus révélatrice que sa présence. Réflexion du soir. Ce soir-là, Marlécombe était agité. Les lampes brillaient aux fenêtres bien après la tombée de la nuit, et les conversations bourdonnaient derrière les rideaux mi-clos. On parlait d'argent, de l'héritage de Violette, des contes tendus de Madame Templeton. On parlait de jalousie, de Sally Jameson, d'autres jeunes filles offensées par le charme insouciant de Violette. On parlait aussi de lettres, des lettres parfumées et secrètes, qui laissaient entrevoir des liaisons hors de la paroisse. Miss Marple était assise près de sa fenêtre, tricotant, ses pensées évoluant aussi facilement que ses aiguilles. Un fil seul ne suffisait jamais, mais ensemble, argent, jalousie, secret, ils formaient une toile assez solide pour contenir un meurtre. Elle murmura pour elle-même. Quand une jeune femme peut bouleverser tant de vies en si peu de temps, il faut se demander non seulement qui a souhaité sa mort, mais aussi qui avait besoin qu'elle soit réduite au silence. Et sur ce, elle plia son tricot et se prépara à aller au lit, son esprit attentif aux motifs que les yeux ordinaires ne pouvaient pas encore voir. Chapitre 6. Un deuxième choc. Le lendemain matin, le ciel était gris, comme si un voile s'était levé. L'été lumineux et riant de la fête semblait s'être soudainement retiré. Les nuages étaient bas et lourds, et l'air portait en lui la promesse de la pluie. À Marlécombe, les rideaux étaient tirés plus tard que d'habitude, et même les moineaux semblaient apaisés. On aurait dit que le village retenait son souffle, dans l'attente. Miss Marple, cependant, se leva à son heure habituelle. Elle prit son thé au lit, s'habilla proprement, et descendit déjeuner où Madame Linton s'agita autour de la marmelade d'un air très important. « Il y a du nouveau, Jane, » annonça-t-elle aussitôt, la voix tremblante. « Une terrible nouvelle. Il semblerait qu'hier soir, il y ait eu un intrus à Rose Hill House. » La cuillère de Miss Marple s'arrêta à mi-chemin de son assiette. « Un intrus, Caroline ?» « Oui, Madame Templeton elle-même l'a dit à M. Jamieson tôt ce matin. Et bien sûr, il l'a dit à sa femme qui s'est confiée à Madame Harwood, laquelle, naturellement, a fait prévenir sa femme de ménage avant 8 heures. On dit que quelqu'un s'est introduit dans la chambre de Violette. Imaginez, dans la pièce même où elle dormait, et où ses affaires sont encore disposées. » Les yeux brillants et perçants de Miss Marple se posèrent sur son amie. Ont-ils pris quelque chose? Ils ne le savent pas encore. Mais Madame Harwood insiste, enfin vous connaissez Madame Harwood, sur le fait que les lettres ont disparu, celles qui étaient parfumées. Et que pouvait bien vouloir d'autre le voleur, je vous le demande? Les lettres, murmura Miss Marple à voix basse, sont une monnaie d'échange des plus dangereuses. Elles peuvent acheter presque tout, l'admiration, la peur, le silence, parfois même la liberté. Madame Linton frissonna. « Ça me glace le sang. » Visite de l'inspecteur Graves. En milieu de matinée, l'inspecteur Graves s'était rendu à Briar Cottage. Son expression était grave mais maîtrisée, son ton courtois, quoique teinté de tension. « Vous l'avez déjà entendu, je suppose, » commença-t-il. « On ne peut s'empêcher d'entendre cela à Marlécombe, » répondit Miss Marple. L'inspecteur s'assit, les mains jointes. « Oui. Il y a bien eu cambriolage à Rose Hill House. Aucun objet de valeur n'a été volé, ni bijoux, ni argent.
mais un paquet de lettres, conservé dans le bureau de mademoiselle Hargreaves, a disparu. Madame Templeton jure les y avoir vues hier. Ce matin, elles avaient disparu. Miss Marple inclina la tête. Très révélateur. Plus que de dire, dit l'inspecteur. Cela complique les choses. Si Rawlings était notre homme, il n'y aurait aucune raison de cambrioler davantage. Il est toujours détenu, ce qui signifie que quelqu'un d'autre, quelqu'un ici au village, avait des raisons de craindre ce que ces lettres pourraient révéler. Il regarda Miss Marple avec attention. Avez-vous une idée de la cause de ce malaise? Pas encore, répondit doucement Miss Marple. Mais j'imagine que les lettres elles-mêmes, si nous les avions vues, auraient été très obligeantes et nous auraient indiqué la bonne personne. L'inspecteur eut un rire bref et sombre. En effet, il ne nous reste plus que des ombres et des soupçons. Il se leva. Je vous serais reconnaissant, Miss Marple, de continuer à observer. Vous avez le don d'entendre ce qui n'est pas dit. Miss Marple inclina la tête, comme si une telle occupation était la chose la plus naturelle du monde. Réaction du village. À midi, le cambriolage était le seul sujet de conversation à Marlécombe. Madame Wilcox affirmait qu'il s'agissait de l'œuvre d'étrangers, des gitans ou des vagabonds qui s'étaient infiltrés dans le village pendant la fête. Madame Harwood insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un coup monté et laissait entendre d'un ton sombre que Madame Templeton elle-même pourrait avoir des raisons de se débarrasser de correspondances gênantes. Monsieur Jamieson a soutenu à la poste que les lettres étaient exagérées, probablement de simples notes amicales, gonflées par des langues oiseuses. Madame Pratt, offensée, a déclaré qu'elle avait vu elle-même les enveloppes et reconnaîtrait l'écriture manuscrite n'importe où. Pendant ce temps, on entendait Sally Jamieson en larmes près de la laiterie, sanglotant à un ami que ce n'était pas juste et que tout le monde penserait qu'elle savait quelque chose, alors que ce n'était pas le cas. Miss Marple, se déplaçant discrètement de la boutique au jardin puis à la poste, entendit tout. Pour une oreille non avertie, ce n'était que du babillage. Pour elle, c'était comme les pièces d'un puzzle s'assemblant lentement. À Rose Hill House. 7. Après-midi-là, Miss Marple se présenta à Rose Hill House sous prétexte de faire une visite. Madame Templeton la reçut dans un salon obscur. Le visage de la veuve était pâle et posé, mais ses mains tremblaient tandis qu'elle versait le thé. « Vous avez entendu, bien sûr, » dit-elle d'un ton las. « Ils ont cambriolé la chambre de Violette. Je ne peux pas supporter ça, Miss Marple. Voir ces affaires saccagées, ces flacons de parfum renversés, ces lettres fouillées, c'est insupportable. » La voix de Miss Marple était douce. « Les lettres ont donc disparu. » Madame Templeton hocha la tête. « Oui. Ils étaient dans un paquet noué avec un ruban. Violette était négligente, mais elle les attachait toujours soigneusement, comme si même ses bêtises devaient être jolies. Maintenant, ils ont disparu, et avec eux peut-être la vérité. Ou peut-être, dit doucement Miss Marple, leur disparition est la vérité. » Madame Templeton poussa un faible cri de surprise. « Que voulez-vous dire? Que quelqu'un ait eu suffisamment peur du contenu de ces lettres pour risquer d'être découvert, pour commettre un cambriolage dans un village où tout le monde surveille, » répondit Miss Marple. « C'est très révélateur. » Madame Templeton pressa son mouchoir contre ses lèvres. « Pensez-vous, vous ne pouvez pas vouloir dire que la mort de Violette était liée à ces lettres? » Miss Marple la regarda fixement. « Je pense, ma chère Madame Templeton, que la mort de Violette n'était pas un accident, et les lettres pourraient bien en être la cause. » Soirée découverte. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Marlécombe, Miss Marple fit une lente promenade autour du parc. Elle s'arrêta près du jeu de quilles, désormais désert, et regarda l'herbe où Violette était tombée. Une légère trace de limonade maculait encore le sol. Tandis qu'elle se tenait debout, elle entendit des voix derrière la haie. C'était M. Rawlings, d'un ton pressant, suppliant, et une voix de femme, basse mais ferme, lui répondit « Je vous le dis, c'est fini maintenant. Les lettres ont disparu. Il n'y a plus rien à craindre. »
La réponse de Rawlings était presque frénétique. « Mais si quelqu'un parle s'ils découvrent… »« Ils ne le feront pas, » coupa la femme. « Pas si tu gardes la tête froide. Tu comprends ?» Il y eut un silence, puis des pas s'éloignèrent. Miss Marple resta parfaitement immobile, le cœur calme, l'air pensif. La disparition des lettres n'avait pas étouffé la vérité, elle l'avait seulement accentuée. Et le second crime, censé obscurcir, l'avait au contraire éclairé. De retour à Briar Cottage, Miss Marple songea que le meurtre avait le don de remuer les sédiments au fond des vies tranquilles. Et tôt ou tard, ce qui est caché remonte toujours à la surface. Chapitre 7. Fils de suspicion. Le cambriolage de Rose Hill House avait remis le village en effervescence, et le lendemain, matin, Marleycombe était comme une ruche en désordre. Tout le monde semblait savoir que les lettres manquantes devaient détenir la clé de la mort de Violette, même si personne ne parvenait à s'accorder sur le type de clé. Une liaison amoureuse, une intrigue financière ou une sombre influence sur la respectabilité. Ce qui était sûr, c'est que chacun, de Madame Harwood à la receveuse de poste, avait désormais ajusté ses théories pour tenir compte de ce second crime. Miss Marple, comme toujours, allait et venait tranquillement, écoutant. Elle ne contestait pas les ragots, car elle savait que la contradiction ne faisait que réduire les gens au silence. Au contraire, elle les laissait parler. Dans la conversation, la nature humaine se révélait, non pas dans les grandes déclarations, mais dans les petits lapsus, les incohérences, l'accent mis sur un détail plutôt que sur un autre. Nigel Rawlings libéré. En milieu de matinée, tout le monde savait que Nigel Rawlings avait été libéré. L'inspecteur Graves l'avait laissé partir, précisant seulement qu'une enquête plus approfondie était nécessaire. Le jeune homme apparut sur le terrain peu après, pâle et harassé, mais la tête inclinée d'un air provocateur. Les villageois le fixaient ouvertement. Certains murmuraient qu'il avait l'air coupable, d'autres soulagés. Sally Jamieson, qui avait été autrefois sa plus fervente admiratrice, traversa la route plutôt que de croiser son regard. Miss Marple, tricotant à l'ombre près de la grille de Madame Linton, l'observait. Jeunesse et vanité, pensa-t-elle, si facilement confondues avec le vice. Mais la vanité ne risque généralement pas de cambrioler au cœur de la nuit. Quelqu'un d'autre, elle en était sûre, avait joué ce jeu. Une confidence de Madame Harwood arriva avant le déjeuner, pleine d'espoir. Elle ferma la porte du salon et baissa la voix, mais ses yeux brillaient de plaisir. « J'ai appris de Madame Pratt, directement de la poste, vous comprenez, que Violette devait de l'argent. Oui, en effet. Elle envoyait sans cesse des mandats postaux, des petits, à une adresse à Londres. Régulièrement. Et ça, Miss Marple, ce n'est pas le comportement d'une jeune femme riche. Non, en effet. C'est le comportement de quelqu'un de… inquiété. Les problèmes peuvent prendre de nombreuses formes, dit doucement Miss Marple. Il faut être prudent avant de les nommer. Madame Harwood renifla. Eh bien, je sais ce que je réfléchis. Chantage. Sinon, pourquoi payer encore et encore? Et maintenant? Eh bien, le maître chanteur l'a réduite au silence et a repris ses lettres. Tout s'imbrique parfaitement. Miss Marple sourit faiblement. Les choses qui s'ajustent parfaitement, Madame Harwood, s'ajustent souvent trop parfaitement. Mais la graine était semée. Le chantage, oui, cela pouvait expliquer beaucoup de choses. Pourtant, Miss Marple, qui avait connu bien des cas de chantage en son temps, savait aussi que ces affaires suivaient rarement les règles si strictes que le village affectionnait tant. Une conversation difficile. Cet après-midi-là, alors que Miss Marple se dirigeait vers le cimetière, elle rencontra l'inspecteur Graves. Il la salua poliment, mais ses sourcils étaient là froncés. « C'est une situation embarrassante, Miss Marple, » dit-il. « Le cambriolage prouve qu'au moins une autre personne est impliquée. » « Mais qui ?» La femme de ménage jure avoir entendu un bruit à minuit, mais le temps qu'elle regarde, il n'y avait plus rien. Pas d'empreinte digne de ce nom. Et Madame Templeton insiste sur le fait qu'elle est restée éveillée la moitié de la nuit, affligée. Elle n'a rien entendu du tout. Le chagrin,
dit doucement Miss Marple, peut parfois être un étouffoir bien commode. Il explique les absences, excuse le silence. Il ne faut jamais sous-estimer le chagrin. Il en dit long sur le caractère, mais il faut le peser avec prudence. L'inspecteur lui lança un regard noir. « Vous voulez dire Madame Templeton elle-même » Miss Marple secoua simplement la tête. « Je veux dire, inspecteur, que le chagrin, réel ou simulé, révèle souvent la vérité sur la façon dont il est vécu. Mais je ne sais pas encore par qui. » Le jardin du vicaire. En fin d'après-midi, Miss Marple accepta une invitation à prendre le thé au presbytère. Madame Prowse, une femme bien intentionnée et pleine d'énergie, avait dressé une table sous le pommier. La conversation inévitablement se tourna vers Violette. « Elle n'allait pas assidûment à l'église, » dit Madame Prowse d'un ton guindé, « mais elle avait un charme indéniable. Edmund Blackwood l'admirait beaucoup, je crois. Certains diraient même qu'elle était disproportionnée. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Sir Edmund Blackwood, l'écuyer de Marleycombe, avait ouvert la fête avec suffisamment de faste pour suggérer qu'il remarquait rarement les personnes extérieures à son cercle. Qu'il ait remarqué Violette était significatif. Madame Prowse se pencha. Bien sûr, Sir Edmund est marié, et Lady Blackwood ne tolérerait jamais un murmure. Mais il y avait quand même des discussions. Violette pouvait être très captivante. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. Un homme marié, une jeune fille impressionnable, des lettres parfumées et secrètes. Oui, cela commençait à prendre une certaine forme. Pensée du soir. De retour à Briar Cottage, Miss Marple était assise près de la fenêtre, tricotant. Le crépuscule tombait sur Marleycombe. Les lampes brillaient aux fenêtres du cottage. Des voix résonnaient faiblement dans l'air immobile. Elle repensait dans son esprit serein aux révélations de la journée. Nigel Rawlings, vaniteux et stupide, mais peut-être plus victime que méchant. Madame Templeton, en deuil, mais curieusement répétée, avec des raisons de craindre les manières imprudentes de Violette. Les lettres, aujourd'hui disparues. Monnaie d'échange pour le chantage ou preuve d'implication. Sir Edmund Blackwood, écuyer respecté, mais peut-être pas immunisé contre les charmes de Violette. L'argent compte, des mandats postaux envoyés à Londres, des dettes dont on murmure, un héritage en jeu. Miss Marple soupira doucement. « Ce n'est pas encore un tableau, » murmura-t-elle, « seulement des morceaux épars. Mais les couleurs sont assez claires. Jalousie, orgueil, argent, vanité et peur. Mis ensemble, entre de mauvaises mains, ils peuvent peindre un meurtre. » Elle plia son tricot, éteignit la lampe et se prépara à se reposer. Mais son esprit, toujours aussi vif, tendait son piège silencieux. Tôt ou tard, elle le savait, la véritable main derrière le chapeau jaune de Violet Hargreaves se trahirait. Chapitre 8. Lien caché. L'orage qui menaçait finit par éclater sur Marleycombe le lendemain matin. La pluie fouettait les vitres des maisons, et le chemin devant Briar Cottage était ruisselant de ruisseaux. Le village semblait étouffé, comme si même les langues avaient été contraintes de rentrer. Pourtant, les ragots prospèrent mieux sous les toits qu'en plein air, et en milieu de matinée, tous les foyers bruissaient de spéculation. Miss Marple, confortablement assise avec son tricot, leva les yeux tandis que Madame Linton entrait en trombe, les joues rouges. « Ma chère Jane, vous ne pouvez pas imaginer. Lady Blackwood elle-même est arrivée à la poste ce matin, dans sa voiture, qui plus est. Elle daigne rarement aller chercher ne serait-ce qu'un timbre. Mais aujourd'hui, eh bien, Madame Pratt a dit qu'elle était pâle comme un linge. Elle a demandé des formulaires de télégrammes, rien de moins. Des télégrammes! Et savez-vous qu'elle s'est repartie sans même un pain, alors qu'elle en avait commandé un? Qu'en pensez-vous? Les formulaires de télégrammes, répéta doucement Miss Marple. On les réserve généralement aux affaires urgentes ou confidentielles. Madame Linton hocha la tête avec empressement. Quelle discrétion! Madame Pratt a juré qu'elle tremblait. Miss Marple se pencha de nouveau sur son tricot. « Je ne serais pas surprise, »
dit-elle doucement, si Violet Hargreaves avait touché la maison des Blackwood plus étroitement qu'on ne le supposait. L'inspecteur Graves et l'héritage. L'inspecteur Graves revint dans l'après-midi, son manteau maculé de pluie. Il paraissait fatigué, mais son regard était perçant. « J'ai pensé que vous devriez savoir, Miss Marple, » commença-t-il sans préambule, « que nous avons établi que Miss Hargreaves avait bel et bien modifié son testament. Un nouveau projet a été rédigé il y a seulement un mois par un notaire londonien. Il lègue une part importante de sa petite fortune à Madame Templeton, mais pas la totalité. Un don en faveur d'un bienfaiteur anonyme était inclus. Curieusement, le projet n'est pas signé, mais a été retrouvé parmi ses effets. Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent. Non signé. Oui, ce qui signifie que, juridiquement, ce n'est rien. Mais cela suggère qu'elle avait l'intention de prendre des dispositions pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle ne souhaitait pas nommer ouvertement. Les lèvres de Miss Marple se courbèrent légèrement, et le secret, inspecteur, est presque toujours signe d'implication. En effet, il se frotta le front. Si ces lettres manquantes étaient adressées à cette personne anonyme, alors celui qui les a retirées a obtenu son propre silence. Miss Marple inclina la tête. Un silence, inspecteur, qui pourrait s'avérer plus révélateur que des mots. La confession de Sally Plustar, dans les 3 passages près de la laiterie, Miss Marple rencontra de nouveau Sally Jamieson. La jeune fille était trempée par la pluie, les yeux gonflés par les pleurs. « Oh, Miss Marple !» s'écria-t-elle. « Je n'en peux plus. Tout le monde me regarde comme si j'avais fait ça. J'ai desté Violette, oui, mais je ne l'ai pas tuée. Je le jure. » « Ma chère enfant, » dit doucement Miss Marple, « je n'aurais jamais cru que tu le ferais. Mais la haine et la peur sont parfois très proches. Craignais-tu quelque chose que Violette fasse ?» Sally se tordit les mains. « Elle m'a menacée. Elle a dit qu'elle dirait à Nigel que je l'avais suivie, que j'avais écrit des mots idiots, enfantins. J'avais honte, Miss Marple. Je l'ai suppliée de ne pas le faire. Elle a juste ri. Les larmes lui montèrent aux yeux. C'est tout. Je n'ai jamais touché à son verre. » Miss Marple lui tapota gentiment le bras. « Vous êtes jeune, ma chère. Vous apprendrez que le rire peut être aussi cruel que la colère. Mais la cruauté n'est pas toujours mortelle. Il y en a d'autres dont les peurs étaient plus profondes que les vôtres. » La visite de Lady Blackwood. Vers le soir, la pluie cessa, laissant l'air frais et vif. Miss Marple venait de poser son tricot lorsqu'Alice annonça une visite. À la stupéfaction de Madame Linton, il s'agissait de Lady Blackwood en personne. La dame entra, la démarche droite comme à son habitude, bien que son visage fût pâle sous sa poudre minutieuse. Elle déclina le thé et s'assit avec la dignité de quelqu'un habitué à être obéi. « Mademoiselle Marple, » dit-elle doucement, « je suis venue vous voir car vous avez la réputation d'être discrète. Je ne supporte plus de scandale. Vous comprendrez, j'en suis sûr. » Miss Marple joignit les mains. « Je comprendrai tout ce que vous voudrez bien me dire. » Lady Blackwood hésita un instant. Violet Hargreaves était stupide, mais elle n'était pas méchante. Elle croyait que mon mari l'admirait. Elle lui avait même écrit. Edmund Henry pensant que c'était une passion de jeune fille. Mais les lettres, elles étaient stupides, indiscrètes. Je crois que c'est ce qui a disparu. Si elles réapparaissaient, la réputation de mon mari serait ternie. Elle s'interrompit, se ressaisissant. Miss Marple la regarda avec bienveillance. « Vous craignez d'être démasquée, Lady Blackwood. Pourtant, Violette est hors de danger, et votre mari, s'il est innocent, n'a rien à craindre si ce n'est les ragots. Une fois disparues, les lettres sont rarement retrouvées, à moins que le voleur ne veuille les utiliser. » Lady Blackwood tremblait de sang-froid. « Vous voulez dire du chantage. » Le regard de Miss Marple était très doux. « C'est une possibilité, n'est-ce pas ?» Pensée nocturne. Cette nuit-là, Marleycombe était plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des jours. L'orage avait balayé l'air et le village était immobile sous le clair de lune. Pourtant, dans de nombreux cottages,
L'agitation régnait. Madame Templeton était assise dans son salon plongée dans l'obscurité, sans sommeil. Nigel Rawlings arpentait son logement. Lady Blackwood fixait son reflet sans ciller. Et à Briar Cottage, Miss Marple continuait à tricoter tranquillement. Elle avait maintenant devant elle un enchevêtrement de fils, le testament modifié de Violette, les lettres manquantes, la prétendue admiration de Sir Edmund, les craintes de Lady Blackwood, la jalousie de Sally, la dignité de Madame Templeton, la vanité de Nigel et ses mystérieux paiements à Londres. Elle posa ses aiguilles avec un léger soupir. « C'est presque terminé, » murmura-t-elle, « mais il manque encore une pièce. Le motif est clair, mais le point final n'a pas encore été tracé. Quand il le sera, le tissu entier se dévoilera. » Chapitre 9. La pièce manquante. Le lendemain de la visite de Lady Blackwood, l'aube était fraîche et calme, l'air purifié par la tempête. Marleycombe semblait, à première vue, avoir retrouvé sa paix habituelle. Pourtant, sous ce silence persistait cette tension que seul un scandale à moitié réglé peut engendrer. Tous les villageois la ressentaient, même si peu l'admettaient à voix haute. Miss Marple se leva avec sa ponctualité habituelle, prit sa tasse de thé solitaire au lit et réfléchit. Elle avait assez de fils pour une tapisserie, mais il lui manquait encore la pièce maîtresse, le point qui mettrait tout le reste en ordre. Sans lui, la confusion était totale. Un mot avec le docteur Pembroke. Après le petit déjeuner, elle rendit visite au docteur Pembroke, qu'elle trouva dans son cabinet, entouré de bouteilles et d'une odeur de camphre. C'était un homme vif, mais son visage s'adoucit à l'entrée de Miss Marple. « Ah, Miss Marple, ça vous dit quelque chose sur l'affaire ? Tout le monde l'a fait, » dit-il avec un humour las. « Je me demandais, docteur, » dit-elle doucement, « si vous aviez déterminé précisément ce qui avait causé la mort de Violet Hargreaves. » Il pinça les lèvres. « Une substance très inhabituelle, Miss Marple. De la digitale, en quantité bien trop importante pour un usage médical. Le genre de choses qu'on trouve dans une pharmacie ou dans un jardin, si l'on sait quoi chercher. » Les yeux de Miss Marple se posèrent sur les bouteilles derrière lui. « Dans un jardin, dites-vous. De la digitale, peut-être ? » ?»« Exactement. Extrait avec soin, il peut être mortel. Je suis sûr que n'importe qui, même un tant soit peu connaisseur en plantes, pourrait y parvenir. » Miss Marple le remercia avec une courtoisie discrète. « Digitale. Une fleur commune dans les jardins anglais, pourtant aux propriétés dangereuses. Et on pouvait toujours dire, si on la prenait avec, qu'on ne faisait que soigner les bordures. » La remarque étrange de l'écuyer. Plus tard dans la matinée, Miss Marple rencontra Sir Edmund Blackwood en personne devant la forge. Il la salua avec la cordialité d'un homme habitué à être apprécié, malgré une pointe de retenue. « Terrible affaire, Miss Marple, terrible. Ma femme était complètement abattue, bien sûr. Toutes ces rumeurs, scandaleuses. Cette fille ne mettait rien, rien du tout. » Miss Marple inclina la tête. « Cela doit être affligeant d'entendre des gens suggérer le contraire. »« Désolant, complètement absurde. Je lui ai parlé une ou deux fois, oui. C'était une jeune créature pleine de vie, impossible de ne pas le remarquer. Mais des lettres. Je n'en ai écrit aucune. » Miss Marple le regarda avec un léger intérêt. « Des lettres, Sir Edmund ?» Il sursauta légèrement. « Eh bien, les gens dirent il y avait des lettres. Des propos insensés. Mais je vous le dis, Miss Marple, je ne laisserai pas mon nom traîner dans la boue. Si seulement ces lettres pouvaient être retrouvées, elles montreraient... » Il s'interrompit, rougissant, et s'éloigna avec plus de vigueur que de dignité. Miss Marple le regarda partir. « C'est une erreur bien curieuse, » murmura-t-elle. « Comment pourrait-il savoir ce que contiennent les lettres, à moins que... » Le conte d'Alice la servante. Cet après-midi-là, Alice la servante rentra d'une course au village, les yeux brillants de ragots. « S'il vous plaît, madame, » dit-elle à madame Linton dans la cuisine. « On dit que le jardinier de madame Templeton a été interrogé, à propos de digital,
Imaginez, elle pousse tout le long de la plate-bande de Rose Hill House. L'inspecteur dit qu'il a peut-être fabriqué un poison avec. Madame Linton laissa tomber sa cuillère. Mon Dieu, Jane, le jardinier. Je l'ai toujours considéré comme un homme très respectable. Miss Marple, venue prendre une tasse de thé, semblait pensive. Les hommes respectables, ma chère Caroline, sont souvent des boucs émissaires bien commodes. Personne ne les remet en question, sauf s'ils y sont obligés. Alice se pencha plus près. « Et ce n'est pas tout, madame. On a vu M. Rawlings parler avec une telle colère, comme avec madame Templeton elle-même, hier soir, dans la ruelle. Certains disent qu'il a exigé de l'argent, d'autres qu'il a juré de ne pas se laisser prendre au piège. » Madame Linton serra son tablier. « De l'argent. Oh, Jane, c'est pire que je ne le craignais. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa. L'argent explique beaucoup de choses, mais il explique rarement tout. Le détail clé. Ce soir-là, Miss Marple fit sa promenade habituelle. Elle s'arrêta près du terrain de pétanque, où les enfants jouaient encore aux quilles, leur rire tentant courageusement de surpasser les murmures de leurs aînés. Là, elle surprit un échange, apparemment anodin. Madame Wilcox, passant précipitamment, dit sèchement à un autre villageois « Croyez-moi, ce n'était pas ma limonade. J'ai dit à madame Templeton elle-même que Violette avait son propre verre, apporté de la maison, pas de ma tante du tout. » Miss Marple s'arrêta, très immobile. Son propre verre. Pas un de ses gobelets en carton habituels, mais celui de Violette. La limonade n'avait pas été prise au hasard dans la fête. La boisson avait été préparée pour elle, à part distincte, personnelle. Et soudain, les pièces éparpillées se sont mises en place. Réflexion nocturne. Ce soir-là, à Briar Cottage, Miss Marple était assise à la lumière de la lampe, son tricot oublié sur ses genoux. Le point final s'était révélé. La mort de Violette n'était pas le fruit du hasard, ni le fruit du hasard, mais une préparation délibérée. Quelqu'un qui connaissait ses habitudes, quelqu'un d'assez proche pour lui tendre la main. La Siennever l'avait inventé. Miss Marple croisa les mains. La vérité n'était pas encore prête à être dite à voix haute. Elle exigerait de la prudence et peut-être même un petit piège. Mais elle savait désormais où les choses allaient. Les gens, murmura-t-elle, peuvent mentir avec des mots, mais leurs petites habitudes, leurs plus petits détails, ne mentent jamais. Et c'est toujours le plus petit détail qui trahit un meurtrier. Chapitre 10. Le piège commence. Le lendemain matin, le ciel s'éclaircit, la tempête des jours passés laissant au village un air pur et lumineux. Marlécombe, en apparence, avait repris ses habitudes. La tournée du laitier, le cliquetis des seaux, l'appel des enfants sur le pré. Pourtant, sous ce rythme ordinaire persistait une certaine tension, comme si chaque villageois savait que le dénouement était proche. À Briar Cottage, Miss Marple était assise à sa table de petit déjeuner, son tricot soigneusement plié à côté de son assiette. Madame Linton voltigeait, pâle sous le poids de tant de ragots. « On dit que l'inspecteur Graves a l'intention de procéder à une autre arrestation aujourd'hui, » confia-t-elle, « mais personne ne semble sûr de qui. Certains parlent de madame Templeton, d'autres insistent sur Sir Edmund lui-même. Madame Harwood dit que ce doit être le jardinier. Oh, Jane, c'est vraiment affreux. J'aimerais que vous parliez à l'inspecteur et que vous mettiez fin à cette affaire. Vous le pourriez, vous savez. » Miss Marple versa son thé d'une main ferme. « Il faut que les choses mûrissent, Caroline. On ne peut pas cueillir un fruit avant qu'il ne soit mûr. Un petit coup de pouce, cependant, peut hâter sa chute. » L'inspecteur Graves consulte. Comme prévu, l'inspecteur Graves apparut peu après le petit déjeuner. Il paraissait épuisé, mais sa courtoisie était intacte. « Mademoiselle Marple, commença-t-il, je ne peux vous cacher que l'affaire est au point mort. Trop de motifs, trop peu de certitudes. Nous avons de l'argent, de la jalousie, un scandale. Tout est possible, mais rien qui les lie étroitement. J'envisage une arrestation simplement pour forcer la main aux circonstances. » Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Alors, inspecteur, peut-être devrions-nous laisser les circonstances nous y contraindre, leurs mains.
Serait-il possible de rassembler certaines personnes, apparemment pour une raison villageoise, tout en laissant imaginer qu'une nouvelle découverte a été faite? L'inspecteur fronça les sourcils, puis sourit lentement. Vous voulez dire un peu de pression? Pour voir qui craque. Exactement. Les gens, lorsqu'ils croient que des preuves contre eux ont été révélées, se trahissent souvent par leur empressement à s'expliquer ou à garder le silence. Si, par exemple, la rumeur courait que les lettres manquantes avaient été retrouvées, les yeux de l'inspecteur brillèrent. « Très bien, Miss Marple. Dites-moi qui inviter, et je m'en chargerai. » Le rassemblement au presbytère. Le lendemain, un avis fut diffusé, assez innocent, invitant plusieurs personnes à une réunion spéciale au presbytère pour discuter du fonds commémoratif pour Violet Hargreaves. Le vicaire lui-même, déconcerté mais obligeant, prêta son salon. À 15 heures, la compagnie était rassemblée. Madame Templeton, pâle et digne, Nigel Rawlings sur la défensive et agité, Sir Edmund Blackwood, pompeux mais inquiet, Lady Blackwood, le regard froid et attentif, et Sally Jamieson, rouge et nerveuse. Madame Harwood s'est arrangée pour être présente également, prétextant l'intérêt général. L'inspecteur Graves était là, grave et solennel, et dans un coin tranquille, un tricot à la main, était assise Miss Marple. L'inspecteur ouvrit la réunion par quelques mots de remerciement. Puis, avec un calme délibéré, il déclara « J'ai le devoir de vous informer que certains documents importants ont été découverts. Des lettres appartenant à feu Mademoiselle Hargreaves. Leur contenu, il va sans dire, est d'une grande importance. » Il y eut un silence, brusque et immédiat. Sally haleta bruyamment. Nigel se leva à moitié de sa chaise. Sir Edmund rougit et se déplaça. Lady Blackwood resta immobile, les mains crispées sur ses genoux. Mais ce fut Madame Templeton qui poussa un cri imperceptible, la main portée à sa gorge, son sang-froid se brisant pour la première fois. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. Ses yeux, sereins et bleus, observaient la compagnie avec le regard doux de celle qui voit plus qu'elle ne montre. Les premières fissures, Nigel Rawlings prit la parole le premier, la voix trop forte. « Je ne lui ai jamais écrit de lettre, jamais. Si quelqu'un dit que je l'ai fait, c'est un mensonge. » « En effet, monsieur Rawlings, » répondit l'inspecteur Graves d'un ton doux. « Personne ne l'a dit. » Sir Edmund fulmina. « Absurde toute cette histoire. Si Violette a écrit des notes absurdes, ça ne m'a rien coûté. Rien du tout. Ma femme vous le confirmera. » La voix basse et glaciale de Lady Blackwood l'interrompit. « Silence, Edmund. » Madame Templeton murmura. « Ils étaient à moi. Elle me les a confiés. Oh, si seulement je les avais détruits plus tôt. » Son regard se porta sur Nigel, puis sur Sir Edmund, puis sur ses mains. Et Miss Marple pensa, « Oui, il y a de la culpabilité dans ce regard. Pas de la tristesse, mais de la peur. Miss Marple parle. » C'est alors que Miss Marple posa son tricot et s'éclaircit la gorge. Sa voix, lorsqu'elle parla, était douce, presque désolée. « Si vous me le permettez, inspecteur. » « Il me semble que l'affaire n'est pas si compliquée. Mademoiselle Hargreaves n'est pas morte par hasard, ni par sa propre folie. On lui a délibérément donné son propre verre, préparé à l'avance. Cela nous indique que c'était quelqu'un d'assez proche pour connaître ses habitudes, et suffisamment sûr de lui pour que personne ne le remette en question. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle continua sereine comme toujours. Le cambriolage n'avait pas pour but de dissimuler les lettres, mais de parfaire l'apparence de leur importance. En réalité, leur disparition visait à détourner les soupçons. Mais ce faisant, la main coupable s'est révélée, car qui, sinon lui, savait précisément où elles étaient y conservées? Madame Templeton haleta, se levant à moitié de sa chaise. « Vous osez !» La voix de Miss Marple resta calme. « Oui, Madame Templeton, c'était vous. Vous qui avez répété votre chagrin bien avant que ce soit nécessaire. Vous qui craignez que la langue insouciante de Violette ne révèle des secrets. Vos propres difficultés financières, votre dépendance à son héritage. Vous avez préparé le verre, et quand elle a ri cette dernière fois, elle s'est moquée de vous,
car elle avait deviné vos craintes. Le silence pesant régnait dans la pièce, rompu seulement par le halètement audible de Madame Harwood. L'inspecteur Graves s'avança, les yeux fixés sur Madame Templeton, et Miss Marple, joignant les mains sereinement, pensa « Le piège est tendu, la vérité éclate, il ne reste plus qu'à faire les aveux. » Chapitre 11. Le point de rupture. Pendant un long moment,